Vincent Tibéry, bonjour. Vous venez d'écrire Des votes et des voix de Mitterrand à Hollande aux éditions Champs Social. Quand on parle très souvent de droitisation, en fait, on a une espèce d'illusion d'optique, c'est-à-dire qu'on se focalise sur éventuellement les 6 derniers mois de la présidence Hollande, voire un an, et on a tendance à oublier que l'étude de l'opinion publique nous permet d'aller beaucoup plus loin. Dès lors qu'on travaille dans le long terme, dès lors qu'on utilise ce qu'on appelle des séries temporelles de questions, on se rend compte que la situation est beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît. Alors, il faut pour ça distinguer deux types de valeurs en termes de droitisation. Il faut distinguer ce que sont les valeurs culturelles, c'est-à-dire tout ce qui est immigration, peine de mort, autorité, multiculturalisme, etc., le rôle des femmes, homosexualité, et de l'autre côté, les valeurs socio-économiques, qui ont attrait à la politique de classe, diraient certains de mes collègues sociologues, c'est-à-dire cette politique autour de l'État-providence, autour de la redistribution, etc. Et on se rend compte, notamment par exemple sur la question des valeurs socio-économiques, on se rend compte par exemple qu'en 2012, on était revenu à des demandes de politique sociale, des demandes d'intervention de l'État, qui étaient peu ou prou celles qu'on mesurait exactement au moment où François Mitterrand a été élu. Ce qui dit quand même beaucoup de choses, notamment du rapport des Français à l'égard du système économique, voire même de leur volonté d'une certaine égalité. Et ces questions-là, c'était des questions qui avaient trait au rôle de l'État face aux entreprises. Donc, est-ce qu'on veut un État fort face à des entreprises ou un État qui laisse faire? Clairement, les Français étaient sur une logique d'État entrepreneur, quelque part, d'État régulateur. Mais ça allait également en termes de taille de l'État, en termes de nombre de fonctionnaires, en termes de redistribution, en termes de volonté de plus d'égalité, plutôt que de laisser faire, laisser faire le côté bling-bling, le libéralisme, etc. Donc ça, c'était déjà quelque chose d'important. Et les hauts et les bas de ces variations-là, les hauts et les bas de ces questions, sont généralement des hauts et des bas qui sont dictés par qui est au gouvernement. Voilà. C'est-à-dire que le fait que la droite ait été au pouvoir depuis 2002 a fait remonter des demandes de gauche très 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 fortes. Voilà. De l'autre côté, on a les valeurs culturelles. Et les valeurs culturelles, on se rend compte que la tendance à long terme de ces valeurs est en fait une tendance à l'ouverture, à la tolérance, contrairement à ce qu'on entend. On a une très très vieille question sur est-ce que vous pensez que les Juifs sont les Français comme les autres? Quand je dis très vieille question, elle a été posée juste au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et à l'époque, on avait à peine 36% des Français qui considéraient ça. Quand aujourd'hui, alors qu'on pose cette question dans le baromètre de la CNCDH annuellement, on est à 88% d'accord. Vous voyez quelque part qu'on a changé de monde d'un point de vue de l'antisémitisme. On a également changé de monde, par exemple, d'un point de vue d'homosexualité. Ce qui n'a pas donné, enfin, ce qui a donné lieu à un certain nombre de débats l'année dernière, mais il faut quand même bien voir qu'on part au milieu des années 70 de questions où à peine un Français sur 5 considérait que l'homosexualité est une manière acceptable de vivre sa sexualité. Aujourd'hui, c'est plus de 90%. De la même façon, au début des années 2000, on n'avait que 30% des Français qui étaient d'accord avec l'idée que les couples homosexuels puissent adopter des enfants. Au moment du débat sur le mariage pour tous, on était monté à 50%, soit déjà une considérable progression en moins de 10 ans. Donc on voit quelque part que cette évolution vers la tolérance est quelque chose de très long terme. Alors c'est porté par différentes choses, c'est porté en effet par le renouvellement générationnel. Il faut se souvenir que si vous prenez les électeurs d'aujourd'hui comparés aux électeurs qui ont élu par exemple François Mitterrand en 81, le corps électoral a été renouvelé de 50%. Donc clairement, voilà, ça c'est déjà la première source qui fait que la France d'aujourd'hui n'est pas la France d'hier. Mais également, ça vaut par des effets de conversion. C'est-à-dire qu'on se rend compte, contrairement à l'idée communément admise, notamment par Lebras et Todd, du conservatisme qui vient en vieillissant, si vous comparez les individus entre les mêmes individus nés par exemple dans les années 30, au début des années 90 et au début des années 2010, ils sont toujours les plus conservateurs, mais ils ont considérablement changé. Tel point, par exemple, que si on regardait juste les attitudes à l'égard, par exemple, de l'immigration des électeurs de François Mitterrand en 88, ben on se rendrait compte qu'aujourd'hui, ce rapport de force est probablement celui qu'on retrouve chez Marine Le Pen. Vous voyez, globalement, y compris au Front National, il y a eu une ouverture. C'est ça le truc intéressant. Néanmoins, il y a toujours une polarisation très 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 forte au sein de l'électorat sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'on s'est opposé sur le Pacs avec des camps extrêmement durs l'un face à l'autre.
Clairement, aujourd'hui, la droite qui s'était opposée au Pacs est en faveur du Pacs, mais elle s'oppose également à l'avancée des droits pour les homosexuels en matière d'adoption. Néanmoins, voilà, ce que je veux vous dire par là, c'est que vous avez des évolutions de long terme qui sont plutôt vers la tolérance, et puis vous avez quand même une polarisation de la société française qui reste extrêmement dure. Néanmoins, la société française d'aujourd'hui est clairement beaucoup plus ouverte qu'il y a même 10 ans. On a trop souvent une vision décliniste de la démocratie française. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que les électeurs participent de moins en moins. C'est faux dès lors qu'on regarde notamment le style d'élection. C'est-à-dire qu'à la présidentielle, globalement, si vous comparez la première élection présidentielle de 1965 avec celle de 2007 ou celle de 2012, vous êtes à peu près au même niveau de participation. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit de moins en moins de votants constants. C'est-à-dire des gens qui vont se déplacer systématiquement aux élections, quelle que soit la question qu'on leur pose. Aujourd'hui, les électeurs français sont des électeurs qui, quelque part, ne se déplacent que s'il y a un intérêt. Et c'est notamment pour ça qu'en à peine 2 ans, notamment par exemple en 2007 et 2009, lors des européennes, on a vu disparaître 50% de l'électorat français dans les urnes. Et ça tient essentiellement au fait que, pour beaucoup des électeurs en question, la question européenne n'était pas une vraie question. Ça ne veut pas dire, en fait, c'était pas l'Europe en tant que telle qui n'était pas une vraie question, c'était la question suscitée par les élections européennes. On voit bien, par exemple, pour le référendum de 2005, on a eu des niveaux de participation tout à fait acceptables, qui dépassent les 70%, qui dépassent en fait la participation qu'on voit à des législatives. Donc on a trop souvent cette vision décliniste de la société française. Or, on se rend compte, par exemple, quand on regarde les travaux de sciences politiques des années 60, que les politistes de l'époque n'associaient pas forte participation avec qualité de la démocratie. Au contraire, pour eux, un certain nombre d'électeurs votaient en masse, mais pour ne surtout pas assumer leur rôle de citoyen, quelque part, pour se remettre à une personnalité charismatique, et on sait très bien qui c'était De Gaulle. Donc, quelque part, aujourd'hui, on a des citoyens qui sont très très différents. C'est-à-dire qu'ils ne votent plus par devoir, comme le faisaient d'ailleurs les citoyens des années 60 et les cohortes encore aujourd'hui actives qui ont été socialisées à cette citoyenneté de devoir. Aujourd'hui, les gens qui ont moins de 45 ans, notamment, sont des gens qui votent par droit. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'ils exercent ce droit. Et ce n'est pas un devoir envers la société. Leur rôle de citoyen, ils l'envisagent également autrement. On se rend compte, par exemple, qu'il y a une multiplication des moyens de participer. Au début des années 80, vous aviez à peine un Français sur 4 qui avait manifesté au moins une fois dans sa vie. Aujourd'hui, c'est 70%. Et c'est encore plus important dès lors qu'on regarde, par exemple, la signature de pétitions, le boycott, etc. En gros, ce qu'on constate, et c'est un des grands résultats importants de la sociologie politique des 20 dernières années, c'est que la participation, en fait, éclatait. Et elle passe par d'autres canaux. À tel point que Ronald Inglehart parlait à propos de cette participation, d'une participation elite challenging. C'est-à-dire que le but du jeu aujourd'hui, quand on participe, c'est de remettre en cause les hiérarchies sociales. Alors que la participation des années 60-70 était en fait une participation dirigée par les élites, organisée par les élites. On voit donc que quelque part, la démocratie a considérablement changé. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on le voit y compris en termes d'intérêt pour la politique. Là aussi, dans le long terme, dans les années 60, on avait environ 32% des Français qui disaient être intéressés par la politique. Aujourd'hui, on dépasse généralement les 54%, voire les 60%, notamment dans les moments de mobilisation politique forte que sont les présidentielles. On voit que le racisme s'est transformé, c'est-à-dire qu'on voit par exemple que le racisme biologique est quelque chose qui a considérablement, qui s'est amenuisé, qui est maintenant même une forme totalement marginale des préjugés raciaux en France. On a une question lors de Barnett CNCDH qui est assez intéressante sur pensez-vous que les races humaines ça existe? Vous avez à peine 8% des Français qui répondent ça aujourd'hui. Et donc, quelque part, ça montre bien que cette vision de la hiérarchie des races, qui était quand même quelque chose de dominant dans les années 60, a disparu. Quand je dis que c'était dominant, il faut se souvenir que j'ai des collègues, notamment Jean-Pierre Thomas et Guy Michelat, qui avaient fait passer un questionnaire à Sciences Po sur les dimensions du nationalisme. Et une de leurs questions portait justement sur la hiérarchie des races. Aucun étudiant qui avait répondu à ce questionnaire dans les années 60 ne s'est plaint. Les syndicats étudiants de l'époque ne se sont pas plaints, etc. Ça dit quelque chose quand même du rapport au racisme à l'époque. Clairement, notre norme antiraciste des années 90 n'était pas en vigueur dans les années 60. Voilà.
Deuxièmement, on voit clairement que des formes de racisme disparaissent. C'est le cas par exemple de l'antisémitisme, où aujourd'hui on a à peine 10% de Français qu'on pourrait considérer comme antisémites. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il y a des militants, que les militants antisémites n'existent pas, que les actes antisémites n'existent pas. Mais en termes de phénomène d'opinion publique, c'est désormais une très faible minorité des Français. En fait, ce qui se passe, du coup, c'est qu'on est dans une société qui s'ouvre considérablement. D'ailleurs, ça se voit, par exemple, sur la question du droit de vote pour les étrangers. En 1984, on partait d'à peine 20% de soutien au droit de vote pour les étrangers non communautaires, pour arriver au moment où François Hollande est élu à 60%. On voit bien quelque part que les choses bougent vite. Hein. Mais il n'empêche que ce racisme est en phase de redéfinition également. C'est-à-dire qu'on voit certains préjugés disparaître et être remplacés par d'autres. Et c'est exactement le cas de la relation à l'islam. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce qui se passe face à l'islam en France est comparable à ce qui s'est passé face à la discrimination positive aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on a vu émerger ce qu'on appelle un racisme symbolique. Un racisme qui disait plus « j'aime pas les Noirs et c'est pour ça que je suis contre la discrimination positive ». C'est « je suis pour l'égalité entre les individus et je considère que la discrimination positive remet en question cette égalité entre les individus, quelle que soit leur couleur de peau ». Vous voyez, quelque part, on parle plus de la même façon, on cadre différemment la question raciste. Et c'est un peu ce qui se passe quand même autour de l'islam, et notamment avec ce ralliement à la laïcité de l'ensemble de la droite française. Il faut quand même se souvenir que dans les années 90, quand vous regardiez qui est attaché à la laïcité, c'était essentiellement des gens de gauche. Aujourd'hui, vous retrouvez à peu près le même niveau d'attachement à la laïcité que vous soyez à gauche, à droite ou à l'extrême droite, ce qui historiquement est quelque part un non-sens. Alors ça peut être un ralliement de fait, mais en fait, ce qu'on remarque dans les enquêtes un peu plus intelligentes, c'est que derrière la laïcité, les gens de droite et les gens de gauche ne disent pas la même chose. Et là, je renvoie au travail qu'avaient fait notamment Guy Michelin et Martine Barthélémy, qui montraient qu'à gauche, moins vous êtes catholique, plus vous êtes laïque, et moins vous êtes anti-immigré, plus vous êtes laïque. À droite, c'est l'exact inverse. On voit émerger un soutien à la laïcité dès lors que vous êtes catholique pratiquant, comparé aux non-pratiquants, comparé aux athées, et plus vous êtes anti-immigré, plus vous êtes attaché à la laïcité. Vous voyez que deux logiques totalement différentes. Et en fait, ce qui se passe du coup, c'est que derrière l'argument laïque, vous retrouvez des gens qui, en effet, ne sont pas racistes, ont un problème éventuellement avec les religions dans leur ensemble, et donc vont traiter, par exemple, la religion catholique, les intégristes catholiques de la même manière que les intégristes musulmans, ça c'est plutôt à gauche, et à droite, en fait, on se rend compte que derrière l'argument laïque, c'est l'argument anti-islam. Et là, du coup, c'est probablement le combat idéologique des années à venir. C'est déjà là depuis assez longtemps, mais c'est quelque chose qu'on voit revenir régulièrement, qui du coup crispe les individus, reconfigure les débats et, de fait, clive politiquement aujourd'hui. C'est pas pour rien que l'UMP parle des petits pains au chocolat, ce n'est pas pour rien que le rappel à la laïcité est aussi prégnant aujourd'hui dans le débat politique français, c'est parce que les électeurs aujourd'hui votent aussi sur ces questions culturelles.